Je ne crois pas que vous vous rendiez compte que vous allez au-devant de grands dangers. Regardez ça. La licorne. Quel secret renferme-tu? Comment as-tu pu les laisser filer? Ce jeune homme, comment s'appelle-t-il? C'est Tintin. Vous l'aurez compris, un monde de bulles jette enfin son encre. Il aura fallu une 8e saison au pays de Tintin et d'Hergé, le petit reporter belge devenu icône internationale. On va essayer de vous le faire découvrir sous plusieurs facettes. L'aspect du cinéma déjà, avec l'adaptation très attendue de Steven Spielberg. Le business aussi, parce que ça rapporte beaucoup Tintin aujourd'hui. Et puis ses origines, et que représente Tintin aujourd'hui dans notre société. Sans plus attendre, direction les studios avec Monsieur Spielberg qui est fan de Tintin, non pas depuis l'année dernière, mais depuis un bon nombre d'années. C'est parti. Steven Spielberg et Tintin, c'est une longue histoire, et c'est aussi un film que le plus célèbre des réalisateurs souhaitait mettre en scène depuis plus de 30 ans. À l'époque, en 1981, Steven Spielberg vient de terminer le premier volet des aventures d'Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. En lisant les critiques de la presse européenne, il constate qu'une référence revient sans arrêt, Tintin. Ignorant jusqu'à l'existence d'Hergé, Spielberg se décide à lire un album. À la lecture du Crabe aux pinces d'or, le coup de foudre est instantané. J'avais reçu un des albums. C'était en français et je ne comprends pas le français. Mais je pouvais comprendre l'histoire grâce aux dessins, aux incroyables illustrations, grâce aux personnages, à l'humour et à l'intrigue. C'était fait par Hergé. Je n'avais pas besoin de lire les mots. À la fin de l'album, j'avais tout compris et Tintin était déjà un peu comme un cousin. Dès 1983, contact est pris avec Hergé, très emballé par le projet. Étonnamment, l'auteur entend même laisser une liberté totale au réalisateur d'E.T. Spielberg imagine déjà une trilogie et verrait bien Jack Nicholson incarner le capitaine Haddock. Malheureusement, Hergé meurt prématurément en mars 1983, ce qui ralentira énormément l'adaptation. Tous les jeunes de 7 à 77 ans vont être très tristes. L'un de leurs meilleurs amis, Hergé, le père de Tintin, vient de mourir. Il avait 75 ans et c'est notre deuxième titre à la une. Près de 15 ans plus tard, le dialogue reprend avec les héritiers d'Hergé. Conformément aux vœux de l'auteur, Spielberg pourra adapter librement les aventures de Tintin. Cette fois, le projet est bel et bien sur les rails et Spielberg profite du Festival d'Angoulême en 2009 et du 80e anniversaire de la création de Tintin pour en faire l'annonce officielle. Bonjour et bienvenue au Festival d'Angoulême. Je suis Steven Spielberg avec un S. Bonjour, je suis Peter Jackson avec un P. En compagnie de Peter Jackson, producteur du film, et déguisé en Dupont et Dupont ou en Thompson et Thompson pour nos amis anglo-saxons. Nous sommes très heureux d'être là. Nous commençons un film dans 3 jours. Les premiers essais en motion capture commencent dans 3 jours, donc lundi. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer car ça a vraiment été une longue quête, mais nous y sommes enfin arrivés. Un projet quelque peu risqué quand on sait que les adaptations de Tintin au cinéma ne sont jamais passées à la postérité. Après une version du Crabe aux pinces d'or, en poupée animée image par image en 1947, Ce cher Tintin, quelle joie de le revoir. Je dirais même plus, quelle joie de le revoir. suivront 2 longs métrages qui n'ont pas marqué l'histoire du 7e art. Le mystère de la toison d'or en 1962 et Les oranges bleues en 1965. Voilà qu'ils envoient des joujoux maintenant. Me tous des fous, vous dis-je. On dirait une orange. Une orange bleue. Non, non, c'est une orange bleue. C'est sans doute l'aboutissement des travaux de Zalamea sur l'adaptation des agrumes au sol désertique. Steven Spielberg, lui, a opté pour une adaptation numérique. Il se refusait à voir un acteur incarner Tintin et n'envisageait pas davantage un dessin animé. À propos, je m'appelle Tintin. Haddock. Archibald Haddock.
On ne voulait pas auditionner des acteurs qui ressemblaient aux personnages. On ne voulait pas que les gens se disent « ça va, c'est pas mal, il ressemble au capitaine Haddock » ou « ça va, il ressemble au Dupont » ou à Tintin lui-même. Ça n'aurait pas été une transposition exacte et fidèle. Vous aimez l'art. Nous sommes tous là parce que nous aimons l'art. Et on aime tellement l'art qu'on voulait vraiment rendre hommage à Hergé. Pour porter sur grand écran les aventures du reporter le plus célèbre du 9e art, le réalisateur a utilisé le procédé de motion capture. Grâce à de petits capteurs, les mouvements des acteurs sont reproduits numériquement. Un procédé également utilisé par James Cameron pour son film Avatar. Je levais la tête et je voyais les acteurs dans leur combinaison motion capture. Et quand je baissais les yeux sur le moniteur, je voyais les personnages d'Hergé. Je pouvais voir Tintin en temps réel et pas dans une animation simpliste, mais d'une façon où j'étais vraiment dans l'univers de Tintin et dans lequel je pouvais faire mes prises de vue et réfléchir à mes cadrages. C'est Jamie Bell, rappelez-vous, Billy Elliot, qui campera l'intrépide journaliste à houppette. Le capitaine Haddock sera interprété par Andy Serkis, un acteur très habitué au procédé de motion capture, grâce à son rôle de Gollum dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux et au singe César dans La planète des singes Les Origines. Enfin, Daniel Craig, le dernier James Bond en date, prêtera sa voix et son corps au pirate Rackham le Rouge. Les acteurs n'avaient qu'à jouer entre eux. Il fallait oublier tout le reste. Tous les acteurs portaient leur combinaison motion capture, ils portaient des casques, une petite caméra pointée sur leur visage. Après s'être moqués les uns des autres pendant 10 minutes et avoir compris le procédé, il s'agissait simplement d'incarner des personnages. Et je pense que c'est le secret d'une bonne performance. Les acteurs doivent apporter toute leur imagination sur le tournage. Ils doivent avoir une grande imagination et s'en servir au bon moment. Le talent d'un acteur, c'est de voir au-delà de ce qu'il porte ou de ce qu'il est. Il aura fallu 30 ans à Steven Spielberg pour réaliser son rêve et celui d'Hergé. Le secret de la licorne sortira sur les écrans le 26 octobre et réunira en un seul film 3 albums de Tintin, Le Crabe aux pinces d'or, Le Trésor de Rackham le Rouge et bien sûr, Le secret de la licorne. Vous venez de découvrir le côté cinématographique avec l'adaptation très attendue de Monsieur Steven Spielberg. On va maintenant parler business. Tintin continue de faire rêver. Chaque année, des centaines de milliers d'albums de Tintin sont encore vendus. Et je ne vous parle même pas de tous les produits dérivés. Thomas Carré-Pierrat revient sur le business Tintin. C'est parti. Tintin ne connaît pas la crise. Près de 30 ans après la mort d'Hergé, les aventures du célèbre reporter restent un best-seller. Environ 1 million d'albums vendus chaque année. En 80 ans d'existence, ce sont plus de 200 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans 54 langues. Un succès qu'il faut entretenir malgré l'absence de nouveautés. Il n'y a plus de nouvel album, mais il y a quand même tous les ans une animation éditoriale. On a sorti les petits formats en 2006. Nous avons sorti cette année-ci, en 2011, les petits formats noir et blanc. Donc on essaie tous les ans d'animer l'univers. Donc voilà, et puis on participe à des animations commerciales classiques avec tous les ans une ou deux grosses opérations de remise en œuvre. Si le succès de Tintin perdure, c'est aussi grâce aux produits dérivés. Figurines, t-shirts, timbres ont fait du personnage une véritable marque. L'exploitation de ces droits dérivés est gérée par la société Moulinsart. Son chiffre d'affaires annuel avoisine régulièrement les 16 millions d'euros. Grâce au film de Steven Spielberg, ce marché pourrait entrer dans une autre dimension en traversant de nouvelles frontières. Dans le viseur, les États-Unis, l'Asie, mais aussi la Russie. Le marché russe est un exemple intéressant puisque Tintin n'existe pas, enfin on a fait des petites tentatives il y a quelques années, mais n'existe pas maintenant dans la version classique Hergé. Par contre, nous avons un éditeur pour les produits dérivés du film qui est évidemment intéressé à travailler les albums Tintin classiques dans la foulée du film. Donc là, c'est l'exemple où le film peut permettre à Tintin Hergé classique d'être présent sur le marché. L'objectif est également de rajeunir les lecteurs de Tintin, un public qui représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de Moulinsart. J'espère que le film de Spielberg, dont on peut imaginer que la sortie sera spectaculaire, sera l'occasion pour une nouvelle génération d'enfants de découvrir les albums et de voir qu'ils n'ont pas pris une ride. Que même si certains ont été dessinés il y a
60 ans, 70 ans, on peut les lire aujourd'hui comme s'ils étaient tout frais, tout neufs. Et je crois là que Tintin a encore un très très bel avenir devant lui et que son deuxième siècle d'existence, le 21e, sera peut-être aussi important que le premier. Je crois vraiment que Tintin est autre chose qu'un simple classique comme Les Pieds nickelés ou Bécassine. Je crois que c'est une œuvre qui garde une vraie vitalité par-delà l'histoire de la bande dessinée. Ce sont d'ailleurs les albums les plus anciens qui marchent le mieux. Tintin en Amérique est le plus vendu depuis le début de la série, devant Tintin chez les Soviets et Tintin Hong Kong. Vous l'avez compris, Tintin ne connaît pas la crise. Et je ne vous parle même pas des bandes dessinées originales, celles des années 30, 40, 50, 60, qui aujourd'hui s'arrachent, non pas au marché noir, mais dans des librairies très spécialisées, comme ici à Paris, tout proche du Sénat, dans le 6e arrondissement. C'est notre apprenti reporter de choc, avec une houppette babilissée, Paul Bouffard, qui est allé nous raconter cette histoire. C'est parti. La feuilleter, mais aussi la collectionner, à chacun sa bulle. Depuis les années 60, petits et grands entassent de vrais trésors. Tintin, Astérix, Blake et Mortimer, chaque planche, chaque vignette s'échange ou se revend. À Paris, Isabelle Morzadek connaît bien ce phénomène. Elle tient la librairie Lutèce, la mecque des collectionneurs. Il y a 35 ans, les gens voulaient avant tout relire une BD qu'ils avaient lue enfant. Donc on avait affaire à une clientèle qui était uniquement nostalgique, on va dire. Et ces gens-là, ils n'avaient rien à leur disposition. Aucune des trois grandes maisons n'avait à l'époque n'avait pris la mesure, et c'était peut-être pas encore l'époque, de faire beaucoup de rééditions. Bon, après, petit à petit, les collectionneurs ont cherché davantage aussi la qualité de l'album, on va dire l'état, la préservation de l'état de l'album. Et ça, aujourd'hui, c'est la grande tendance. L'objet avant tout, un objet intact. Depuis les années 30 et la sortie de Tintin au pays des Soviets, le petit reporter et son fidèle Milou font la joie des collectionneurs. Des albums qui s'arrachent à grand prix du fait de leur rareté. Un album sorti dans les années 30, c'est un Tintin en noir et blanc. Peu de gens les ont conservés en bon état. C'est des albums qui ont pu être jetés. À l'époque, personne n'y voyait une certaine valeur. Donc effectivement, la notion d'ancienneté vient jouer. La notion de première édition aussi, les premières éditions couleur, sorties évidemment davantage dans les années 42-43 et les années 50 et 60 jusqu'à 70, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort d'Hergé. Donc à chaque fois, une première édition, ce qu'on appelle une première édition tout court ou une première édition couleur, sont des pièces beaucoup plus recherchées, beaucoup plus rares évidemment. Il y a évidemment une gamme de prix, vous voyez, de 100 € à 10 000, 15 000, 20 000 et plus, puisque des éditions rares comme les éditions alternées peuvent atteindre 40 000 € comme à rien en salle des ventes, et sans parler même des planches originales, ça c'est encore autre chose. Voilà, alors là vous avez comme une très belle pièce. Il s'agit de Tintin au Congo, en première édition Casterman. En termes de prix et dans l'état, elle vaut 4 500 €. C'est sa première édition de 1937 chez Casterman, parce qu'avant il y avait des éditions plus rares aux éditions du Petit 20e. Mais c'est particulièrement recherché parce que ce sont des éditions en noir et blanc, comme vous le voyez, hein, qui sont donc encore assez naïves dans le dessin, qu'Hergé ensuite a resserré, on va dire, pour la version couleur, mais des années après. Et pour agrémenter ces 120 et quelques pages de noir et blanc, il avait eu l'intelligence, sa maison d'édition et lui, d'intégrer ce qu'on appelle, vous voyez, des hors-textes couleurs. Ça a toujours été une valeur très très sûre dans le milieu de l'ancien, c'est vraiment la première collection, il n'y en a pas d'autres, même si Astérix arrive derrière, même si Blake et Mortimer arrive derrière, même si l'œuvre de Franquin, Spirou et Fantasio, Gaston, est aussi une œuvre géniale et gigantesque, et qui talonne Hergé, mais talonne toujours Hergé en fait. Mèche rebelle, globetrotter, n'importe qui reconnaît le célèbre reporter parmi les dizaines de héros de bande dessinée. Et comme le personnage d'Hergé, le collectionneur a lui aussi un portrait robot. Il est quand même majoritairement masculin, parce que pendant des années, la bande dessinée s'est quand même adressée aux hommes avant tout. Les femmes avaient 2-3 journaux qui leur étaient adressés, alors que les hommes avaient 45 illustrés après-guerre dans les kiosques. Donc ça vous laisse penser quand même qu'évidemment les hommes ont lu beaucoup plus de bandes dessinées historiquement que les femmes. Après, on a
tous les âges. Évidemment, il faut déjà avoir un petit budget pour commencer, donc, mais j'ai aussi bien des gens du quartier qui viennent acheter un Sylvain et Sylvette pour leurs gamins à 10 € qu'un retraité qui va acheter ses Tintins en première édition couleur. Donc vous voyez, le panel est très vaste, très large, et les milieux sociaux aussi. Il y a de tout, puis je pense qu'aujourd'hui aussi, un certain nombre de pièces attirent aussi les spéculateurs. Des gens se disent, après tout, ça n'a jamais baissé depuis 35 ans. Le phénomène continue, donc pourquoi pas investir là au même titre qu'on investit dans l'immobilier pour certains, dans l'or pour d'autres. Donc la bande dessinée, c'est un peu une valeur refuge quand même, en ce moment. Elle a toujours été, mais il y avait ceux qui l'ont su il y a une vingtaine d'années et ceux qui le découvrent aujourd'hui. On s'en rend peut-être pas forcément compte aujourd'hui, en tout cas pour les nouvelles générations, mais Tintin est aussi connu que les plus grands personnages de l'histoire. À l'instar du général de Gaulle qui un jour avait dit « Je n'ai finalement qu'un concurrent sur la scène internationale, c'est Tintin ». Voilà, tout est dit dans cette phrase. Tintin, un personnage hors norme grâce à Hergé, à la créativité d'Hergé. Mais comment est né Tintin? D'où est-ce qu'il vient finalement? Thomas Carré-Pierrat nous retrace la naissance du petit reporter à la houppette. Comme pour la plupart des chefs-d'œuvre, le succès des aventures de Tintin n'était pas programmé, au contraire. Les débuts de la série sont même marqués par une certaine improvisation. Tintin est né presque par hasard, sans qu'Hergé imagine une seconde que le personnage était appelé à durer. Il travaillait à l'époque dans un journal belge ultra-conservateur, le XXe siècle, qui avait un supplément appelé Le Petit 20e. Et le directeur du journal, l'abbé Wallet, lui dit un jour « Mais Georges, ce que tu fais là avec le scénario d'un des journalistes du XXe siècle, c'est pas très bon. Fais une série personnelle, un journaliste qui partirait à la découverte du monde et notamment qui irait pourfendre les bolcheviks, cette honteuse Russie soviétique qui bafoue le christianisme. » Et donc, on accable Hergé à cause des premiers albums, ces albums sous influence réalisés autour de 1930, que sont Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique, 3 albums idéologiquement très marqués, et on méconnaît l'évolution d'Hergé. Moi, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait chez Hergé, là, dans le personnage d'Hergé, une dimension qui pourrait faire penser, toute proportion gardée, à François Mitterrand, parti d'une droite dure, et évoluant peu à peu vers une autre forme de pensée. Eh bien Hergé, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est une conquête de l'humanisme, c'est une évolution vers d'autres types de valeurs, des valeurs d'ouverture à l'autre, à partir de quelque chose qui était très marqué idéologiquement. Au fil du temps, la technique d'Hergé a également changé. Les 9 premiers albums ont été réalisés en noir et blanc avant d'être redessinés en couleur. Cette évolution a donné une autre envergure à son œuvre. Hergé est aussi l'inventeur d'un style au départ conçu pour être imprimé. D'abord, les Tintins sont en noir et blanc parce que c'est ce qu'on peut imprimer le plus simplement. Et même quand il va passer à la couleur, il choisit de garder une ligne de contour simple, pure, et de placer les couleurs en aplat dans une gamme pastel assez douce. Cette technique, au départ donc conçue pour les possibilités de l'imprimerie dans ces années-là, va développer ce style qu'on appelle parfois la ligne claire. Le premier souci d'Hergé, c'est la lisibilité. Cette lisibilité qui permet à un enfant de reconnaître instantanément les personnages, quel que soit l'angle et la taille, n'empêche pas la complexité. C'est le point de départ de la complexité. Mais Hergé tenait beaucoup à ce qu'il y ait une première couche dans le récit, que même un très jeune enfant pourrait suivre. Et par exemple, Milou, quelquefois, apporte une nuance de divertissement et de gag de premier degré dans des séquences un peu complexes où il y a un contenu historique ou scientifique plus puissant. Un dessin simple au service d'une œuvre complexe, certainement la recette du succès des aventures de Tintin. Perfectionniste à l'extrême, Hergé lui a dédié toute sa vie. Il a développé ses bandes dessinées avec peut-être une puissance, une intensité dont on a du mal à se rendre compte aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de critique de bande dessinée, il n'y avait pas d'historien de la bande dessinée. Hergé ne travaillait au départ que pour les enfants. Or, il a mis dans cette œuvre toute sa vie, comme il le disait, il y a mis une ambition sans pareil, graphiquement, narrativement, et l'œuvre continue à pouvoir être lue à tous les âges et de multiples manières. Donc elle est unique dans l'histoire de la bande dessinée. Une série qui a inspiré plusieurs générations d'auteurs de BD franco-belges, et même de grands dessinateurs américains comme Charles Burns dans son dernier album. On ne pouvait pas faire une émission consacrée à Tintin
sans parler évidemment d'Hergé. Hergé, le créateur, le papa de Tintin. Qui était-il? D'où venait-il? Et comment a-t-il réussi à créer ce personnage hors norme? C'est Lise Pressac qui nous raconte l'histoire d'Hergé. Le dessin comme refuge face à la folie qui l'entourait, un aspect peu connu de la vie de Georges Remy, alias Hergé. Sa mère souffrait de troubles psychiatriques, une folie omniprésente dans l'œuvre du dessinateur. Il est assez frappant de voir que le dessin d'Hergé est le dessin de quelqu'un qui veut tout contrôler, et qui veut tout cerner, qui veut bien séparer le vivant de l'inanimé, que tout soit perceptible en fait. Et ça nous semble quand même la névrose ou l'obsession de quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. Ce qui a sauvé Hergé, finalement, face à la dépression, face à des tas de tourments et d'épreuves qu'il a eu dans sa vie, c'est son humour. Il avait un humour un peu anglo-saxon d'ailleurs, un humour assez fin, pas l'humour belge traditionnel si je puis dire, qui lui permettait de transcender pas mal de choses dans la vie et dans son œuvre. Au fond, l'œuvre d'Hergé, elle est sans arrêt, souvent les thèmes sont assez angoissants justement dans les albums, mais c'est toujours transcendé, sublimé par l'humour, et quel humour! Hergé a consacré sa vie au dessin, a travaillé, retravaillé ses albums sans relâche. Issu d'un milieu modeste, son obsession était de réussir. Il y a une revanche sociale qui est liée à un événement que quelques peu de biographes ont noté, mais c'est quand même aussi que son premier amour, qui était Marie-Louise von Cutsem, qui avait une mère aristocrate, lui a été refusé. C'est-à-dire que les parents de Milou, parce que c'était surnommé Milou, les parents de Milou ont interdit à Marie-Louise donc de fréquenter Georges parce qu'il n'avait pas d'avenir, parce que c'était un petit dessinateur de rien du tout. Donc il y a forcément dans la création de Tintin effectivement une revanche personnelle sur le monde, d'autant plus que Germaine, sa première épouse, il l'a courtisée pendant plusieurs années. Ça a été extrêmement long. C'est quelqu'un à qui Hergé envisage de confier la finition de certaines planches. Donc ça en dit long sur son implication. Ça veut dire qu'elle ancrait, que probablement elle participait aussi aux idées, aux gags, au scénario. Donc c'est quelqu'un de très présent. À la mort de sa mère en 1946, Hergé tombe en dépression. Il est alors incapable de créer un nouveau Tintin, lui qui a travaillé avec acharnement pendant 15 ans. Son angoisse se manifeste physiquement, une maladie de peau l'empêche de tenir un crayon. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'Hergé retrouve une forme de sérénité, aux côtés de sa nouvelle compagne Fanny, une coloriste de 21 ans. Sur le plan psychologique, on peut dire qu'il y a eu le calme après la tempête, malgré tout, dans la vie d'Hergé, même si tout s'est mal terminé parce qu'il est tombé malade. Mais quand il a connu, et c'est presque une histoire d'amour pour roman photo, quand il a connu une idylle avec sa jeune coloriste Fanny Vlaminck, qui est devenue sa seconde femme, là d'un seul coup le ciel s'est éclairci et il a connu vraiment de très belles années et un vrai amour avec cette jeune femme. À l'époque où il vivait bien, il commençait à voyager, lui qui n'était jamais vraiment sorti de sa table à dessin, si on peut dire, voyager avec Fanny, qui lui faisait découvrir un peu autre chose, une autre forme de vie, une vie plus moderne finalement aussi. C'est devenu un collectionneur d'art contemporain, de peinture. Il a lui-même peint un peu, une trentaine de toiles qu'il a après un peu désavouées, voulant se sortir quand même de la bande dessinée. À la fin de sa vie, le tempérament vif d'Hergé prend le dessus sur son aspect lisse. Dans son dernier album, Tintin et l'Alphard, il règle ses comptes avec le monde de l'art, un monde qu'il avait pourtant toujours rêvé d'intégrer. Vous l'aurez sans doute remarqué, toute la presse, dans vos kiosques à journaux en ce moment, parle du phénomène Tintin. Évidemment, le film de Spielberg est très attendu et permet de redécouvrir le petit héros, le petit reporter à la houppette. Notamment dans ces dossiers très intéressants, celui du Point. Le Point revient effectivement sur les grands événements du XXe siècle. Ces événements qui ont permis à Hergé de s'inspirer, de créer Tintin. Tintin, effectivement, a souvent été l'acteur ou le témoin de grands événements du XXe siècle.
De l'URSS de Staline à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre sino-japonaise, ce sont les événements majeurs de l'histoire du XXe siècle qui sont retracés dans les albums d'Hergé. Jeune dessinateur belge d'une vingtaine d'années qui n'a jamais voyagé, Hergé se sert de livres, de journaux pour imaginer les aventures de son héros. Hergé avait une documentation extraordinaire, il travaillait beaucoup, il se renseignait beaucoup. Donc c'était un petit bruxellois qui travaillait dans son bureau, dans son atelier ou dans sa maison, mais qui donnait le sentiment d'avoir traversé le monde, d'avoir vu d'autres pays, d'autres époques. Pour créer ses personnages, Hergé s'inspire de figures historiques ou de personnes de son entourage, comme pour les Dupont et Dupont qui apparaissent pour la première fois dans les cigares du pharaon. Il a été marqué, lui, par la gémellité de son père et de son oncle. Et donc les jumeaux, d'ailleurs, sont très présents dans toutes les aventures de Tintin. Il y a énormément de couples de vrais jumeaux ou de sosies. Lorsqu'il crée Tintin en 1929, Hergé travaille au Soir de Bruxelles, un journal de droite. C'est dans ces pages que paraîtront les aventures de Tintin sous forme de feuilleton. Hergé était un jeune homme à l'époque, un très jeune homme, assez peu cultivé. Il était très marqué par son temps, par sa hiérarchie aussi. La hiérarchie de son journal, pour qui il avait beaucoup de considération, c'était une hiérarchie très catholique, traditionnaliste, très à droite. Et son patron, qui est un abbé redoutable, l'abbé Ouellet, lui tient un peu la main dans le choix de ses sujets et la façon de les traiter. Il ne faut pas oublier que Hergé, quand il crée Tintin, il a 21 ans. La rencontre avec Chang sera déterminante pour Hergé. Il est étudiant lorsqu'il fait la connaissance du jeune Chinois. À partir de ce moment, le regard sur le monde du jeune Belge change. Le Lotus Bleu est ainsi le premier album réellement documenté. Et là, Hergé, pour la première fois, ne se contente pas de reproduire l'opinion dominante de son époque, comme à propos des soviets ou du Congo, mais se documente et surtout bénéficie de l'apport d'un jeune Chinois qu'il rencontre à Bruxelles, le fameux Chang, qui lui apprend ce qu'est la Chine moderne et en quoi il faut lutter contre l'impérialisme japonais. Chang lui explique non seulement ce qu'est la Chine, son pays, mais aussi comment on doit voir les autres. Il lui donne les premières leçons de tolérance, de compréhension des autres. On ne voit Tintin exercer son métier de journaliste qu'une seule fois, mais les albums d'Hergé sont autant de reportages sur des faits d'actualité devenus pour nous de l'histoire. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles entièrement dédiée à Tintin, à Hergé et à son adaptation cinématographique par Monsieur Steven Spielberg. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis matins avec mon coup de cœur dans le quotidien gratuit Métro et aussi sur le réseau social dont je dois taire le nom, mais qui en français veut dire livre des visages avec un fond bleu. Bref, vous m'avez compris. Vous me permettrez de dédicacer cette émission à mon papa, grand journaliste, grand reporter qui a découvert et aimé ce métier de journaliste grâce à Tintin dans son enfance. Calis Pater, Talis Filius. Trop la classe, mon père il va croire que je parle latin. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall, young tuck girl in a push-up